La vidéo l'a révélée pour moi. J'accueille tout de suite sur scène Sarah Mortensen, actrice, et Pierre Nouguet, cofondateur de Reporters d'Espoir, les deux grands témoins de ces prochains pitchs et acteurs et actrices de Solutions. N'hésitez pas à me rejoindre. Vous arrivez par là? Waouh! Mais vraiment, où vous voulez. Je vais me mettre là. Ouais. Alors, il y en a deux. Il y a deux micros? Oui. Alors, c'est soit le micro de Dominique, soit le micro de... Voilà. Alors, il faut remettre un micro sur une des chaises solitaires. Voilà. Hop. Je vais me faire piquer ma place. Là, je me mets là. D'accord, donc Myriam, vous êtes arrivée maintenant. Normalement, c'était plus tard. Mais Myriam, ne restez, on va s'adapter, vous rigolez ou quoi? Ça va vous? Tranquille? Alors vous allez... votre micro fonctionne ou pas Myriam? Parce que maintenant que vous êtes là, vous pouvez annoncer pour moi Antoine Joutot? Eh bien, nous attendons Antoine Joutot. C'est parti. Lancez les applaudissements. Bonsoir Antoine, directeur général du Bon Coin. Allez à votre marque et on vous écoute. C'est là. D'accord. Bonsoir à tous. Donc, je suis Antoine Joutot, je dirige le Bon Coin depuis un certain nombre d'années maintenant. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'une disruption, puisque vous connaissez tous que la vente d'occasion est vieille comme le monde, mais il y a une quinzaine d'années, nous sommes arrivés sur le marché français avec une idée qu'on pouvait changer les codes et bouleverser les codes de la transaction entre particuliers et de la vente d'occasion. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, il y avait un célèbre site d'enchères très puissant qui dominait les échanges entre particuliers. Et la création que nous avons apportée sur les transactions entre particuliers, ça a été de commencer à imaginer, de dire finalement le e-commerce, c'est pas forcément de trouver un objet n'importe où dans le monde, c'est peut-être de trouver un objet près de chez soi. C'est pas forcément d'attendre un colis, c'est peut-être de l'échanger de la main à la main. Et puis, on peut aussi imaginer que tout cela soit gratuit. Alors, évidemment, vous imaginez bien que le terme de gratuité dans le business, c'est pas quelque chose qui est extrêmement populaire. Depuis, on a évidemment inventé un business model, mais en tout cas, on est né d'une conception qui est d'un changement de code des échanges entre particuliers. Et des échanges qui ont été démocratisés grâce à cela. Donc en fait, on a transformé un métier vieux comme le monde dans un monde digital, mais qui reste un peu physique. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, le Bon Coin, c'est une entreprise de 1500 collaborateurs sur la France, qui aujourd'hui permet à 3 objets d'occasion de s'échanger par seconde sur le marché français, qui est utilisé par la moitié des Français chaque mois, qui leur permet de mieux consommer, mais aussi de générer du pouvoir d'achat, d'acheter et de vendre moins cher. Voilà, c'est ce qu'on est devenu, et aujourd'hui on a pris la place de celui qui était leader il y a 15 ans. C'est le monde du digital qui est en train de se réinventer en permanence. Alors, j'aurais pu prendre plein d'idées sur l'animation de la créativité et de l'innovation au sein du groupe Le Bon Coin, puisque comme on est l'issue d'une disruption, c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est dans nos gènes de changer les codes et de casser toutes les règles qui existent sur les marchés. Je prendrai une initiative qui concerne plus quelque chose qui est important pour Le Bon Coin, qui est que Le Bon Coin, vous savez, porte le nom de café, de restaurant dans les villages, dans les villes. C'est une marque qui est très connue, très simple, qui respire la proximité. Et sur la plateforme Le Bon Coin, vous avez des centaines de milliers d'entreprises qui nous utilisent pour acheter et vendre leurs objets d'occasion, mais aussi pour recruter. Et donc, on a essayé d'imaginer des idées qui étaient de dire mais comment une plateforme numérique comme Le Bon Coin pouvait réconcilier le monde physique et le digital. Et donc, on a pensé à des programmes qui pouvaient justement permettre cela. Et je prendrai un exemple qui est un programme qui nous tient à cœur, qui s'appelle Mon centre-ville a un incroyable commerce, qui est un programme qui permet à des jeunes entreprises de postuler, de revenir revitaliser des centres-villes en province, dans la région parisienne, et qui leur permet justement de leur remettre le pied à l'étrier grâce à des loyers offerts, grâce à une présence digitale sur le Bon Coin. Voilà, on a parrainé ce programme, qui est un programme très simple, et qui est un clin d'œil entre la marque Le Bon Coin
pour revitaliser des centres-villes. C'est un programme qui a été conçu avec le groupe SOS et la Banque des Territoires et qui a déjà permis à des centaines d'entrepreneurs de revenir dans les centres-villes, peupler nos chers centres-villes et pourquoi pas faire revenir des cafés et des restaurants Le Bon Coin. Voilà, donc c'est une initiative que nous menons, mais on serait preneur évidemment d'avoir d'autres partenaires qui nous accompagnent parce que nous on pense que le monde du digital et le monde des territoires et le monde de la proximité fait sens et c'est ce qu'a prouvé Le Bon Coin dans les 15 dernières années. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine. Vous pouvez regagner le bon fauteuil que vous avez trouvé. Et donc, Myriam, ça va être à vous là. Oula. Attendez, on va vous applaudir le temps que vous arrivez à la marque, vous n'êtes pas loin. Bonjour à tous. Je suis Myriam Joly. Je viens partager avec vous aujourd'hui une histoire que j'ai créée et qui se matérialise aujourd'hui par un atelier de tricotage, Missègle, situé dans mon village tarnais, Burlatz, dans lequel 60 personnes exercent leur talent pour le plus grand confort et plaisir de 150 000 clients environ. Je vais vous parler de 3 points qui me semblent les plus importants dans cette histoire. Le premier, c'est en 1983, donc je sortais fraîchement diplômée d'une école d'ingénieur agricole et j'avais appris les grandes filières, la grande distribution. Et puis moi, j'avais envie de faire comme ma grand-mère, d'aller vendre des œufs sur le marché et des lapins. Et pas exactement ça, mais j'avais envie de produire et de vendre en direct. Donc je suis partie au Texas chercher des chèvres angora qui produisent le mohair. Et j'ai monté un des premiers troupeaux producteurs de mohair en France en m'appuyant sur le réseau de voisins artisans, industriels qui prenaient mes toisons, les transformaient et moi j'allais les vendre sur les marchés et puis par correspondance ensuite. Le deuxième temps, c'est 2007. Le voisin qui me fabriquait mes chaussettes a fait faillite. Vous vous en souvenez ? 90 à 2010, le textile a été complètement laminé. Personne ne donnait un centime sur une entreprise textile. Et moi, j'ai eu envie de reprendre. J'ai dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser partir tout ce savoir-faire. C'est pas possible, on ne peut pas avoir une nation qui ne produit rien. Moi, productrice, vendeur, si je ne pouvais plus produire, ça n'existait plus, mon histoire. Donc, je me suis retroussé les manches. D'ailleurs, vous voyez, je les ai encore retroussées. Et je suis partie me lancer dans cette aventure qui était un monde que je connaissais un peu, puisque ça faisait un moment que je l'ai fréquenté. Mais c'était quand même un autre métier. Donc, d'agricultrice, je suis devenue industrielle. Le troisième temps dont j'ai envie de vous parler, c'est 2020. Mars 2020, on nous annonce le 17 mars que tout va s'arrêter et tout. Et donc, avec mes enfants qui ont rejoint l'entreprise en 2013, on dit non, c'est pas possible, nous on va résister. On a des savoir-faire, on peut les adapter, on a une capacité de résilience, on va l'exercer. Et donc, en 3 jours, on a transformé l'entreprise et de fabricants de chaussettes et de pulls, on est devenu fabricants de masques. Parce qu'en fait, l'essentiel de notre métier, c'était de quoi? C'était d'être utile pour les gens. Et les gens, ils n'avaient pas besoin de chaussettes et de pulls à ce moment-là. Ils avaient besoin de masques. Donc, on a fait des masques. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que ça a libéré un enthousiasme incroyable. Toute l'équipe s'est mobilisée. Et quand je revois le visage de Mar, d'Elisabeth, de Marie-Cécile, de Régine, qui avaient une telle fierté d'être arrivées à faire ça, et quand les médias, vous êtes venus les filmer pour dire « c'est chouette ce que vous faites », là on s'est dit vraiment le travail manuel, il est enfin reconnu à sa juste valeur. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit « mais quels sont les ressorts qui font que je fais des choses peut-être un peu différentes de ce que peut-être du commun, je dirais. » Alors, j'en vois 3. Le premier, c'est le bon sens paysan. Ça, c'est évident. Il faut juste être juste dans ses actions. Moi, c'est ce que je crois, vraiment. Et première chose. La deuxième, c'est la confiance. On en a parlé, ils en ont parlé tout à l'heure. C'est évident. La confiance en moi, la confiance aux autres, la confiance à la vie. Et je remercie mes parents. Et le troisième point, c'est le travail.
ça, il n'y a pas de doute. Mais quand c'est exercé comme ça, porté par une vision, c'est un vrai plaisir. Et c'est savoir s'entourer. Ça, vous allez me dire, bon, ok, d'accord, mais d'où elles viennent les idées? Alors ça, c'est vraiment une question que je me pose. Et j'en suis arrivée à l'idée, alors maintenant que j'en sais un peu plus grâce aux explications de M. Boller tout à l'heure, j'en suis arrivée à me dire, je suis comme un insecte qui a des antennes et qui capte des idées. D'où elles viennent, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je les capte et j'ai le sentiment, la sensation de les mettre en serre quelque part dans ma tête. Alors maintenant, j'ai compris que c'était ici. Et donc, ces idées-là, je les observe. Je ne peux pas dire que ça soit conscient, mais je sais qu'elles sont là et je les regarde pousser. Et je sais qu'elles sont alimentées partout, par la vie, par les rediscussions, par les rencontres. Et elles sont alimentées et elles poussent. Et moi, je les regarde. Et puis, de temps en temps, je dis « Oh, toi, tu es mignonne, tiens, tu as bien grandi, on va bientôt pouvoir faire quelque chose de toi. » « Oh, toi, non, vraiment, là, allez, c'est une mauvaise herbe. » Et puis, voilà comment je fonctionne, mais vraiment. Et là, je peux vous parler des petites plantes qui sont en ce moment dans la serre. Bon, il y en a une, on est en train, ça y est, elle est prête, on est en train de la planter en pleine terre. C'est une école parce qu'on s'est rendu compte que transmettre les savoir-faire comme on le fait dans l'entreprise, c'est bien, mais le faire d'une manière plus formelle et pas à plus grande échelle, mais malgré tout, le faire de manière plus formelle, plus réfléchie, c'est vraiment important. D'autant plus qu'il faut, je pense, vraiment rendre le travail, montrer que le travail peut être un épanouissement. Il faut, me semble-t-il, sortir de cette idée que le travail est un asservissement et qu'il n'y a que les loisirs qui sont intéressants. C'est à nous de rendre le travail intéressant. Avec mes collaborateurs, on y travaille. Voilà, il faut vraiment... Ensuite, il y a d'autres idées qui sont, alors là, encore des petites graines. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Il y en a une, c'est les questions qu'on se pose sur l'avenir de notre entreprise. Qu'est-ce qu'on fait de cette croissance? Ça fait 2 ans qu'on a 25% de croissance par an. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est énorme. Jusqu'où on va aller? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Donc, une petite graine, c'est de se dire, et si on essaimait? Essaimer, pas semer, essaimer, comme les abeilles. Mais, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra. L'avenir nous le dira. D'ailleurs, la 3e idée, c'est celle de l'avenir. Depuis 40 ans, moi je fais de l'écologie, vous vous en doutez évidemment, dans ma ferme. Mon entreprise, elle est basée sur des principes où on a des pratiques extrêmement vertueuses par rapport à l'impact qu'on peut avoir sur la planète, à tout point de vue, que ce soit sur les matières, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur l'ensemble des choses. Enfin, on n'est pas parfait, mais on essaye. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas suffisant, on le sait, on est dans 10 ans, dans 20 ans, on est dans le mur. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, entreprises textiles, pour apporter notre pierre de plus à l'édifice? Voilà, une question. Alors, voilà, si vous êtes curieux, suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous en saurez plus. Merci Pierre. Rejoignez-nous avec vos antennes et vos multiples idées. Sarah, Pierre, qu'est-ce que ça vous a inspiré de ce bon sens paysan au bon coin qui est dans l'innovation? Écoutez, moi, je trouve ça super de réagir tout le temps. Il y avait 3 étapes, les chèvres, après 2007, après 2020, de toujours se renouveler et se réinventer. C'est vrai que le textile a pris cher en France, fut un temps. Moi, j'ai une amie qui a fondé là une marque qui s'appelle Splice. Elle fait des t-shirts en lin, 100% lin et 100% français. Donc, elle a dû trouver des gens qui tissent en France le lin. Et évidemment, elle est comme une paysanne. Elle est contrainte à la nature, au climat. Donc, parfois, le lin, il pousse bien. Parfois, il pousse pas bien. Parfois... Et voilà, et je trouve ça bien de remettre ça en France parce que c'est vrai que tout s'est exporté. Et elle se bat pour que son fil soit français, pour que tous les postes soient français, parce que c'est très facile d'exporter un peu à droite à gauche l'assemblage, etc. Et ça revient moins cher.
Donc c'est vrai que ces t-shirts sont plus chers, mais ils sont plus solides aussi, on les garde plus longtemps. Et voilà. Donc c'est bien ce genre d'entreprise. Après, Le Bon Coin, mais c'est vrai, il faut rouvrir des petits bars et des petits cafés dans les villages. Non, mais c'est vrai, il y a plein de centres-villes qui sont devenus d'une tristesse absolue. Et moi, je me pose la question, là, en ce moment, j'ai acheté une petite maison de campagne. Je vous raconte un peu ma vie. Non, on s'en fout. Mais en tout cas, à côté d'un village, et je me pose justement la question de si c'est possible pour mon père de venir habiter dans cette maison. Est-ce qu'il va y avoir tous les commerces de proximité dont il aura besoin? Est-ce qu'il va y avoir un bon boucher, un bon marché? Moi, je trouve ça... Je fais partie des gens qui font... Je fais mes courses que au marché. J'aime bien avoir ma petite boutique pour ça. J'essaye de... Bon, faut pas déconner, j'habite au-dessus d'un Monoprix. On va pas dire que j'y vais jamais. Ce serait vous mentir. Mais quand je suis à la campagne, en tout cas, j'aime bien aller chez les producteurs, etc. Donc c'est bien de redonner un peu de vie à notre France. Tout à fait. Un peu de vie à notre France. On peut vous applaudir, Sarah. Ce qu'on retient justement dans les deux initiatives, encore une fois, c'est cette question de la proximité aussi, cette question des circuits courts, que ce soit dans la transmission, dans l'apprentissage, ou recréer des lieux de sociabilité. C'était intéressant d'ailleurs de voir qu'on peut passer du numérique à l'espace physique. Souvent, on a tendance à opposer les deux. Or là, il peut y avoir des hybridations qui peuvent refaire naître justement de la sociabilité. Pierre Nouguet, vous qui êtes cofondateur de Reporters d'Espoir, cette notion de proximité, évidemment, elle est importante pour vous. Oui, elle est clé, elle est à la genèse même de la création de Reporters d'Espoir. Le territoire, le local, si on parle en termes médias, la presse quotidienne régionale, mais également tout ce qui se passe dans les villes, dans les départements. Et c'est ce qu'on retrouve ici, dans cette capacité à être à la fois dans le Tarn. Je crois que c'est, Myriam, ton domaine de prédilection. On a un de nos amis de Reporters d'Espoir qui est Jean-Louis Etienne, qui est un des grands habitants du Tarn également, mais également cette vision d'un territoire comme le Tarn, avec une entreprise comme celle de Misseg, et puis Le Bon Coin, qui est en fait dans tous les territoires français, et dans lequel on rejoint à la fois le mélange des technologies, mais aussi des traditions et de cette capacité à créer ensemble, à innover ensemble. Et c'est cette capacité à créer de nouvelles chaînes de valeur dans lesquelles le rôle des médias est majeur, qui nous émerveille chaque jour. Donc moi, j'ai ce mot qui me revient et qui a été utilisé tout à l'heure, c'est cet émerveillement permanent. Ça fait 18 ans qu'on a créé Reporters d'Espoir, et chaque fois que des hommes et des femmes portent leurs projets et les mettent en lumière, et que les médias s'en font les échos et la capacité à les mettre en avant, ben c'est une joie et un émerveillement, et ça libère toutes les créations, parce que quand on se laisse porter par cet émerveillement, eh bien on a la chance de rencontrer Myriam et puis des profils comme Antoine, et en tout cas, merci d'avoir pu pitcher ces deux projets. Alors moi j'ai juste une petite question, Antoine et Myriam, c'est quoi les next steps pour Le Bon Coin? Les prochaines étapes. Les prochaines étapes, oui, pardonnez-moi. Ça c'est la créativité. Les prochaines étapes. Elles sont nombreuses. En fait, au fil du temps, le Bon Coin s'est élargi. On a commencé dans les biens de consommation, on est allé dans l'immobilier, dans l'automobile. Là, on est en train de basculer vers la location de vacances et vers l'emploi. On est un des premiers sites emploi français privés. Parce que finalement, tout est lié. C'est-à-dire qu'en fait, on permet à chaque Français de réaliser des projets. C'est ce qu'on fait en leur permettant de s'équiper, en leur permettant de se loger, en leur permettant de se véhiculer. Et puis le mouvement naturel, c'est de pouvoir trouver un emploi. Et donc, cette présence, elle est... Vous savez, on n'a finalement rien inventé. On a rebasculé tous les besoins quotidiens vers une plateforme digitale qui répond à ça. Voilà, donc c'est ça la prochaine étape, c'est de pouvoir être encore plus fort sur le marché de l'emploi, sur lequel, comme on touche un Français sur deux, tout le temps, on est capable de faire matcher, de réunir ces 500 000 entreprises et ces Français qui sont capables qui veulent bouger et travailler dans les territoires. Voilà, c'est notre prochaine étape. Alors Myriam, tout à l'heure, vous nous avez justement parlé des masques, de cette capacité justement à vous adapter, à rebondir face à une situation de crise. Vous n'avez pas été la seule à ce moment-là à réussir justement à se sentir utile en changeant peut-être ses habitudes ou son commerce initial. Ça a été le cas d'ailleurs de Léonidas Kalogeropoulos, que j'accueille tout de suite sur scène. Sous vos applaudissements. Bonsoir. Les entrepreneurs pour la République, vous allez nous expliquer, Léonidas, en quelques minutes. Merci. L'entrepreneur pour la République, d'abord, il y a un mot magnifique, c'est entrepreneur, un mot français qui veut dire prendre en main. Prendre en main un problème pour trouver la solution et faire de ce problème son problème pour y répondre.
Et donc, on a lancé Entrepreneurs pour la République avec cette idée assez simple que l'intérêt général n'est pas un monopole d'État, que apporter des réponses à des problèmes d'intérêt général, c'est ce que vous faites, c'est ce que font tous les entrepreneurs. Et on a une chance extraordinaire dans notre pays, c'est qu'on est faut le savoir, c'est quand même une très grande originalité, le premier producteur d'entrepreneurs au monde, rapporté à sa population. 1 million de nouveaux entrepreneurs qui se sont lancés l'année dernière, et les chiffres sont sortis cette année. On a encore dépassé ce qui nous semblait être un maximum non dépassable. Et donc sur cette plateforme Entrepreneurs pour la République, on l'a lancé au mois de mars. On a voulu mettre toutes les problématiques d'intérêt général et rassembler des réponses d'entrepreneurs avec une priorité immédiate. C'était quelle réponse pour le Covid, avec une obsession de ne pas avoir encore de nouvelles vagues qui allaient potentiellement bloquer notre économie et notre pays. Et nous avons vu fasciner des dizaines de solutions venant de tout le territoire, de partout, des 4 coins de la France. Et ces solutions, on les a rassemblées dans un petit comité des industries françaises de la lutte anti-Covid, des solutions totalement robustes, testées en laboratoire. Nous les avons présentées à tous les ministères concernés de près ou de loin. On a fait une présentation la semaine dernière, d'ailleurs, avec tous les responsables de Bercy qui sont venus voir ces solutions, qui vont se rajouter à la panoplie des solutions. Le vaccin ne suffisant pas, les gestes barrières, le masque, tout ça, c'est très bien, mais ça ne peut pas être la seule solution. Un masque, du gel, c'est un peu le Moyen-Âge face à une pandémie mondiale. Eh bien, nous avons une filière industrielle. Elle est née sous nos yeux. Elle est née avec des choses fascinantes sur une plateforme, des gens qui ont commencé à travailler entre eux, des gens qui nettoient les surfaces, d'autres l'air, des sas de décontamination, des surfaces virucides, des lampes UV qui étaient développées par des gens qui faisaient des luminaires et qui se sont mis à développer des filiales différentes parce que l'UV est destructeur de virus. Eh bien, toutes ces solutions mises bout à bout, c'est une véritable industrie, une véritable filière, des réponses pour que nous puissions faire reculer la pandémie et potentiellement exporter notre savoir-faire et avoir des réponses adaptées à ce qu'est véritablement une pandémie mondiale. Ce qu'on a fait pour le Covid, on va le faire pour l'environnement, on va le faire pour la connaissance, on va le faire pour la reconstruction des banlieues, pour l'inversion de la balance commerciale de la France. Déjà 400 sociétés sur la plateforme depuis le mois de mars, des dizaines qui s'inscrivent tous les jours et potentiellement voilà, la mobilisation de tous les entrepreneurs au service de l'intérêt général. C'est vraiment l'illustration du fait que notre République a 2 piliers, l'État, on le sait, mais également la nation, une nation créatrice. Et véritablement, avec 1 million d'entrepreneurs nouveaux tous les ans, c'est probablement la meilleure nouvelle que nous puissions avoir pour notre pays. Merci beaucoup, Léonidas. Merci à vous. Et bien sûr, Myriam, j'allais vous laisser le mot de la fin. Vous avez déjà les manches retroussées, vous étiez prête? Non, je voulais remercier Reporters d'Espoir parce que vraiment, me faire monter du Tarn à cette période de l'année, c'était impossible. Et si je le fais, eh ben, c'est parce que je crois que c'est tellement important ce que vous faites, de mettre en avant des gens qui bougent, parce que devenir acteur de sa vie au lieu de la subir, c'est ce qui nous permet à tous d'être une nation qui avance et qui a de la joie et du plaisir à partager. Votez Myriam. Merci beaucoup.